Qu'est-ce donc un soulèvement ? Le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence. Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences ? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme héritier d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de thunes, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes. After all, the mechanistic construction of capitalist patriarchy is what divided us and what decentralized the world. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête, épisode 5. Pas de quartier pour le fascisme. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors, pourquoi on veut parler de fascisme, d'autoritarisme dans ce podcast ? On estime que tout le monde peut comprendre que le contexte actuel est saturé de discours d'extrême droite, de discours fascisants. On est dans un contexte électoral, présidentiel, avec quand même 2 candidats qui sont ouvertement affiliés à l'extrême droite. Je pense évidemment à Zemmour et Le Pen. On n'a pas la prétention de pouvoir faire un historique clair de l'idéologie fasciste, de ses pratiques dans l'histoire. Et c'est pas tellement ça qu'on avait envie de faire aujourd'hui, mais vraiment dessiner quand même des bases, des cadres de pensée assez clairs pour mieux lutter contre le fascisme et l'autoritarisme. Du coup, on va d'abord centrer ce podcast sur les termes d'autoritarisme, de fascisme, pouvoir bien les recouper, en tout cas comprendre les liens entre les deux dans un contexte capitaliste néolibéral. Et ensuite, on ira voir un peu toutes ces luttes contre le fascisme et comment nous, on pourrait activement lutter contre aujourd'hui. Donc, selon la définition qu'on accepte, qui est une définition qu'on emprunte à Hugo Paletta, dans son livre La possibilité du fascisme. Le fascisme, il peut être entendu comme un mouvement de masse qui va prétendre régénérer une communauté imaginaire, que ce soit une race, une civilisation, une nation. Et il va régénérer donc cette communauté qui est jugée comme naturelle par la purification ethno-raciale et l'anéantissement de tout conflit social, de toute contestation en général. Et donc on peut voir le fascisme comme un mélange d'ultra-autoritarisme, de nationalisme exacerbé, de xénophobie et de racisme qui a des formes et des cibles variables en fonction des contextes nationaux et historiques. L'autoritarisme, ou un régime autoritaire, c'est un régime qui va être basé sur le domaine de la légalité et qui va en général respecter ce domaine de la légalité formelle et qui va chercher néanmoins à marginaliser et à réduire toute forme directe d'intervention démocratique. Il n'y a pas de continuum entre l'autoritarisme et le fascisme. Il y a des différences de nature en fait, car le fascisme il va mettre en place un état d'exception où l'état de droit il va être aboli, là où l'autoritarisme il va jouer avec la limite du droit dans l'état de droit, il va chercher toujours à le réduire. Cependant, l'autoritarisme est quand même important pour comprendre le fascisme, parce que très souvent l'autoritarisme il va permettre le fascisme, puisqu'il va préparer donc son arrivée en mettant en place donc un arsenal juridique et des bases institutionnelles qui permettent aux fascistes, quand ils arrivent au pouvoir, et de mettre en place leur dictature fasciste. L'autoritarisme tend aussi à accoutumer les élites politiques en recourant à des procédures exceptionnelles et les rendant normales, et en augmentant la répression et en donnant plus de pouvoir à l'armée et à la police. Pour un peu clarifier cette différence entre autoritarisme et fascisme, il n'y a pas une pente naturelle qui amène de l'autoritarisme au fascisme. Pour autant, les deux phénomènes sont liés et comme on l'a dit, l'autoritarisme
peut rendre possible le fascisme. On pense que c'est important de souligner les liens entre fascisme et capitalisme, sans tomber dans une lecture assez simpliste peut-être, de dire que le fascisme, c'est la finalité presque du capitalisme, qu'on se dirige forcément vers ça, ou alors que le fascisme est un outil du capital. On préfère dire que les transformations du capitalisme ont créé des conditions de possibilité qui permettent l'enracinement et le développement du fascisme. Mais que c'est pas forcément un continuum prédéterminé. On considère qu'il y a un lien entre la crise d'hégémonie du capitalisme néolibéral et la montée du fascisme, du fait d'une série de régressions sociales majeures qui ont opéré par le capitalisme depuis les années 80, ce qui a permis en France le réenracinement d'une extrême droite puissante. C'est aussi par des effets très concrets. En fait, ça passe par l'attaque de droits sociaux et des contre-réformes qui se multiplient. Donc on peut dire déjà que depuis une dizaine d'années, il y a une forme de cure néolibérale qui est appliquée à la France. Elle se voit à la fois par la réforme des services publics, la réforme des universités, qui sont de plus en plus managériales et qui travaillent avec de moins en moins de moyens, par les lois travail, qui flexibilisent le marché du travail et donc précarisent les travailleurs et les travailleuses. C'est aussi la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Et en fait, c'est vraiment un ensemble d'attaques des droits sociaux. Et cette solution néolibérale, elle vise aussi à démanteler toutes les contestations, qu'elles soient ouvrières, féministes, antiracistes ou écologistes. Les transformations du capitalisme ont créé une crise d'hégémonie dans certaines sociétés, c'est-à-dire une incapacité croissante des classes dirigeantes à obtenir le consentement de la majorité de la population à continuer l'ordre des choses sans recours à une force physique, donc sans recours à la contrainte, à la répression. En conséquence, le consentement à accepter les effets matériels du système s'affaiblisse, d'où les gilets jaunes par exemple, et la coercition augmente, d'où la répression notamment de ce même mouvement. Donc depuis quelques années, on assiste quand même à un durcissement autoritaire des États néolibéraux, donc à une répression dans tous les corps de l'État, au niveau de la police, dans nos manifs, mais aussi et surtout dans les quartiers populaires, du cadre judiciaire, donc avec une mise en prison des militants et des personnes racisées des quartiers populaires, et législatif via des lois sécuritaires qui ont fait un gros boom ces dernières années, avec la loi sécurité globale, avec la pérennisation de l'état d'urgence sanitaire et avant ça sécuritaire, dans un contexte d'attaque terroriste sur le territoire. Et en fait, ce contexte d'urgence, il s'est pérennisé dans le droit commun. Pour parler du fascisme, il nous apparaît essentiel aussi de parler de la question raciale en France et de voir en fait que cette question raciale, elle est structurante aujourd'hui pour penser l'espace politique français et que ça ne caractérise pas que l'extrême droite. Et on peut voir qu'il y a eu en fait une offensive raciste et nationaliste depuis les années 80. Cette offensive, elle se caractérise par la formation d'un consensus en fait des élites, donc qui va bien au-delà de l'extrême droite, et c'est un consensus islamophobe et anti-immigration. Et en fait, ce consensus raciste, il peut exister parce que il s'ancre aussi dans un racisme systémique et dans une histoire coloniale de la France qui explique ces continuités-là. Et aujourd'hui, donc le fascisme, il a pris comme nouvelle cible l'islam et les musulmans et les musulmanes, qui sont considérés en fait un peu comme l'ennemi de l'intérieur. Du fait de ce consensus, c'est assez facilement plus ou moins accepté. Il ne faut pas oublier aussi que cette islamophobie d'aujourd'hui ne fait pas disparaître l'antisémitisme de l'extrême droite. C'est plus une question de stratégie. L'extrême droite n'a pas arrêté d'être antisémite, mais elle porte des discours qui sont islamophobes et cache ces discours antisémites parce que c'est beaucoup moins accepté aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu aujourd'hui de la société française et que même dans les partis de gauche ou les personnes qui se revendiquent de gauche, l'antisémitisme a disparu. Mais aujourd'hui, dans les discours médiatiques, ce qui ressort le plus, c'est cette islamophobie. Donc il y a une phrase de George Orwell que j'aime bien,
qui dit « Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les fascistes reviendront, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon. » Et en fait, j'aimerais bien insister sur le lien entre le grand patronat et la fascisation, en tout cas, de l'espace public. Zemmour a dû donner quelques exemples, en fait, de qu'est-ce que serait son programme économique. Et en fait, il s'inscrit dans la lignée directe d'un Fillon ou même d'un Macron. Donc, baisse des impôts sur la production, réduction de l'impôt sur la fortune immobilière, réduction des normes, obsession de la compétitivité, critique des dépenses sociales, avec notamment un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc c'était juste pour dire que son programme, en fait, il est classique des autres programmes des élites néolibérales. En gros, ce qu'on veut dire par là, c'est que les dynamiques fascistes actuelles, elles sont pas des aberrations historiques. Faut pas s'étonner que ces dynamiques, elles puissent se redévelopper aujourd'hui. La doctrine progressiste qui voudrait que le progrès historique, l'évolution des sociétés, va vers toujours plus de démocratie, de liberté et de paix, et que ce serait l'évolution naturelle de la société, et aujourd'hui s'indigne du renouveau du fascisme. Mais en fait, il voit pas que ce même progrès, il est construit sur une sorte d'état d'exception permanent, et que cet état d'exception, il repose sur une forme de violence organisée à travers de nombreux dispositifs, et ce dernier dispositif qu'on a aujourd'hui, c'est l'économie néolibérale. Et lorsque ces dispositifs, comme l'économie néolibérale, ils perdent de leur stabilité, il se peut qu'il y ait une partie de la bourgeoisie qui n'hésite pas à se tourner vers l'option fasciste. Et maintenant, on va laisser la parole aux 3 collectifs parisiens avec lesquels on a échangé. Ils sont tous parisiens puisque nous, on vient aussi de cette région et qu'on est insérés dans ces milieux militants-là. Chacun apporte une vision de l'antifascisme particulière, qui souvent se recoupe, mais qui parfois diverge. Du coup, il nous apparaît important de montrer la diversité et les débats qui agitent l'antifascisme d'aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter vos collectifs et nous raconter un peu comment ils se sont créés ? Alors, moi c'est Hervé, je fais partie du collectif La Horde qui existe depuis 2012 et qui s'est monté suite à un constat qui était que il y avait une activité antifasciste qui reprenait à ce moment-là, parce que dans le même temps, l'extrême droite, et en particulier l'extrême droite violente, refaisait parler d'elle, et il n'y avait plus à ce moment-là, comme il y avait pu avoir par le passé, les réseaux Ralph Renaud Passaran, il n'y avait plus de structure vraiment pour organiser les groupes, et du coup beaucoup de groupes autonomes étaient un peu démunis, par exemple n'avaient pas de matériel, ou avaient du mal à trouver des informations, ou avaient aussi du mal à communiquer sur ce qu'ils faisaient. Et donc nous, ce qu'on s'est dit à quelques-uns qui avions un peu d'expérience dans l'antifascisme, c'était de proposer une boîte à outils, de services on va dire, pour les groupes antifascistes. Ce que c'est vraiment à proprement parler, c'est un média, puisqu'il y a un site autour duquel tout est organisé, mais on voulait aller au-delà de simplement proposer des informations ou des documents via Internet. C'est pour ça qu'on reste attaché à cette production de matériel physique, c'est pour ça qu'on est très attaché au fait de pouvoir continuer à faire des interventions. On n'est pas les seuls à le faire d'ailleurs, il y a aussi Visa. Marco, je suis militant à la FA depuis une dizaine d'années, et l'Action antifasciste Paris banlieue, donc c'est une organisation qui... Les premiers autocollants qui revendiquaient cette étiquette-là, ils datent de 2008, donc on peut situer à peu près ça à ce moment-là. On va dire qu'il y a à peu près c'est un peu la rencontre de trois profils de militants ou de personnes. Je pense qu'il y a une partie de gens qui venaient d'organisations assez traditionnelles, on va dire de l'extrême gauche. À l'époque, c'était plutôt Alternative Libertaire, la CNT, des syndicalistes de Sud et tout ça. Ensuite, tu as une partie dont moi, par exemple, auquel je peux m'identifier, qui en fait vient un peu des milieux, on va dire, contre-culturels. Sachant qu'à Paris, dans l'antifascisme, il y a une tradition particulière qui vient des années 80, qui était un peu tout ce qui était ce qu'on a appelé les bandes de chasseurs de skins. Ensuite, un peu quand je dis contre-culturel, voilà, c'est que c'est des choses qui peuvent se croiser avec les organisations militantes, mais qui s'organisaient plus autour de concerts, de musique et tout ça, qui ensuite, après les années 80, ont évolué vers une scène culturelle qui était celle un peu liée, on va dire, à la scène anarcho-punk et Redskin, des collectifs comme le Rash et tout ça. Et après, une troisième composante qui correspond vraiment à la naissance de la fin, en fait, c'est un moment de politisation qui a eu lieu entre la fin des années 2000, la deuxième partie des années 2000 et le début des années 2010, chez une partie des supporters du Paris Saint-Germain,
dans le cadre d'une conflictualité qui s'est développée au stade dans ces années-là, autour de la question, de la confrontation en gros entre une tribune qui se définissait comme nationaliste et qui était exclusivement blanche, et une autre tribune qui était montée en puissance à partir des années 90 et qui était plus cosmopolite, qui représentait plus, on va dire, les jeunes de quartier, la banlieue. Moi, je m'appelle Circé, je suis étudiante et accessoirement militante au PQA, donc le collectif Paris Queer Antifa. Ça fait plus d'1 an que j'y suis, parce que j'ai aidé à la création du collectif. Donc comme l'indique le nom, Paris Queer Antifa, on est militant contre le capitalisme patriarcal, contre le capitalisme racial et contre le régime hétéro-patriarcal. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le nom queer, on n'a pas un point de vue libéral sur les questions LGBT. On a une approche qui est matérialiste, donc ça veut dire qu'on veut analyser les conditions de vie matérielles des personnes LGBTQI+, pour pouvoir après les aider et essayer de faire un semblant de communauté autour de ça et faire des actions autour de tout ça. Pour nous, c'est important aussi d'avoir un point de vue intersectionnel, de croiser en fait toutes les oppressions et les systèmes d'oppression, les mécanismes de discrimination, parce que avoir un point de vue intersectionnel, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir une ligne politique qui soit antiraciste et anticapitaliste et anti-impérialiste à la fois, sans hiérarchiser les luttes. Donc c'était il y a un peu plus d'1 an. On avait fait un rassemblement à Opéra avec des potes et des amis militants. Et c'était contre la Manif pour tous. Donc en fait, c'est grâce à la Manif pour tous qu'on s'est créé quelque part. Merci à eux. Et ça a mobilisé énormément de monde. Ça nous a vraiment beaucoup étonnés parce qu'on était juste une dizaine, enfin un petit groupe d'amis. Et on pensait pas qu'un groupe affinitaire arriverait à mobiliser autant de monde. Et après ça, il y a beaucoup de collectifs et de groupes militants qui nous ont contactés, qui étaient très intéressés par notre démarche. Et même les groupes antifascistes, en fait, ils étaient super intrigués par ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas que des personnes qui trouvent ça super et qui essayent de se mobiliser avec nous. Il y a aussi des gens qui sont pas très chauds. Il y a aussi beaucoup de fascistes qui estiment qu'on devrait pas être là. Nous, on est nombreux à avoir milité quand même dans les milieux antifascistes avant d'entrer au PQA et de fonder le collectif. Mais on a tous fait un constat un peu similaire, c'est qu'en fait, très souvent, les questions qui touchent les gays, lesbiennes, trans, etc., elles sont pas trop abordées. Et enfin, c'est pas en fait ces groupes-là qui vont par exemple aller se mobiliser pour la PMA pour tous et toutes. C'est pas ces groupes-là qui... Enfin, après, ils se mobilisent par exemple pour de la Manif pour tous. Mais c'est vrai que c'est pas des questions qui sont centrales. La libération homosexuelle, on va dire. Y a pas trop une culture de la célébration de l'héritage résistant et révolutionnaire homosexuel. Genre, on parle pas trop de Stonewall, de ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Après, il y a des personnes LGBT, évidemment, dans les milieux antifascistes. C'est juste qu'elles sont pas forcément mises en avant. Parce que après, c'est pas forcément non plus ce que les gens ont envie de voir. Quelles sont les activités et les actions militantes que vous mettez en place et comment votre militantisme il s'incarne? Alors au tout début, on s'est beaucoup mobilisé pour notre camarade Guillaume, qui est décédé, paix à son âme, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, au MeToo gay. Et après, avec ça, on a des camarades Antifa qui nous ont rejoints aussi. Et on a commencé à allier un peu les deux luttes, à voir que en fait, on pouvait militer en même temps contre les FAF et contre les personnes qui ont fait du mal à Guillaume et les personnes qui commettent des violences sexuelles. Et oui, on a fait beaucoup de collages, on a travaillé avec pas mal de collectifs qui sont en non-mixité racisée, en non-mixité queer. On a fait beaucoup de manifs aussi. Assez étonnamment, on a réussi à mobiliser beaucoup de monde en très peu de temps. Et c'est qu'il y avait en fait un besoin, une envie des jeunes et des jeunes LGBT de se mobiliser, de pas rester les bras croisés. Notre but, c'est quand même de radicaliser les jeunes LGBT et de pas les laisser aux mains de discours libéraux qui seraient très institutionnels et pas assez révolutionnaires à notre goût. Enfin, on s'est construit surtout sur l'opposition au groupe d'extrême droite et notamment au groupe d'extrême droite violent. On a une bonne partie de notre activité qui consiste à s'investir dans les mouvements sociaux, à développer
des pratiques de solidarité, des pratiques d'autodéfense, des pratiques de blocage, de sabotage sur les mouvements sociaux, de soutenir de travail de solidarité face à la répression aussi, qui est de plus en plus présente dans les mouvements sociaux. On a un engagement qui va bien au-delà de la confrontation avec l'extrême droite. Je pense qu'il y a une année charnière pour nous, ça a été 2013, avec la mort de Clément Méric, qui fait que justement, c'est un truc où on a été un peu à notre corps défendant. On s'est retrouvé sous les projecteurs médiatiques, on va dire, avec à la fois le début d'un truc qui s'est approfondi depuis, qui est un truc de diabolisation de la figure de l'antifa, et aussi à l'époque un phénomène auquel on a dû faire face aussi, qui était un truc de récupération en fait de l'antifascisme. À l'époque, c'était le gouvernement. Je me rappelle, il y avait Valls qui avait fait une minute de silence pour Clément à l'Assemblée nationale, qui avait déclaré je suis antifasciste et tout ça. Moi, j'ai l'impression que la diabolisation, ce qu'on disait, on est passé de Clément Méric à Antonin Bernanos pour parler du camarade qui a été incarcéré en 2016 après le mouvement Loi Travail. Il y a eu un approfondissement de la diabolisation de ces figures-là, voire aujourd'hui, le mot antifa, c'est quelque chose qui peut être interchangeable avec toute une série de mots comme Black Bloc et tout ça, qu'on utilise pour désigner en fait des pratiques combattantes, des pratiques d'autodéfense dans les cortèges, et du coup il y a une diabolisation, et la loi de dissolution des organisations qui à la base a une loi qui est une loi de dissolution des milices fascistes qui date de 1934. Elle peut être amenée à être utilisée pour dissoudre des groupes antifascistes. En tout cas, il y a toute une partie de forces politiques qui le réclament. Sachant que ça n'a rien de nouveau, parce que dès les années 40, dès les années 60, on sait que cette loi de dissolution, elle a été utilisée contre des groupes anticolonialistes, contre des groupes révolutionnaires, et pas uniquement contre des groupes d'extrême droite. Voilà. On a fait une cartographie de l'extrême droite qu'on a après remis un peu à jour une fois par an. Et d'autres matériaux comme des chronologies, des brochures. Récemment, on a même fait un jeu antifasciste pour un petit peu... on se pose des questions pour essayer de proposer des outils qui permettent de mieux comprendre à la fois ce qu'est l'extrême droite, sa nature, et bien sûr avec un objectif qui est celui de la combattre, et aussi de déconstruire les stéréotypes ou les représentations un peu rapides que les gens peuvent avoir sur la lutte antifasciste. Du coup, le collectif existe depuis un peu moins de 10 ans. Typiquement, par exemple, si je prends le jeu antifasciste, au départ, l'idée n'était pas de l'éditer. On l'avait conçu comme un outil de formation, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait pas mal, j'en ai pas parlé, mais on intervient à la demande des groupes antifascistes ou des syndicats ou des associations, de qui nous demandent, pour un petit peu justement, soit au public, donc soit dans des réunions ouvertes, soit en formation interne, sur qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, ou sur des thématiques particulières, sur ce que c'est l'antifascisme également. Et sur la question de l'antifascisme, justement, ça nous semblait, plutôt que raconter l'histoire un petit peu comme Père Castor, on s'est dit on va plutôt mettre les gens en situation. Et on a créé ce jeu comme ça. Au départ, c'est ça l'idée, c'était quelque chose d'un peu interactif. Et puis comme là, on a eu beaucoup de retours des gens qui auraient voulu garder le jeu, on s'est dit ça serait peut-être bien qu'il soit disponible. Et c'est aussi une façon, puisqu'on a une expérience militante, alors qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'évidemment le temps passe et ce qu'on a pu faire est daté forcément dans le temps, mais il y a quand même aussi l'idée de transmettre un peu quelque chose, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire, même que ça soit à travers le jeu, on transmet quelque chose, même la carte, c'est quand on fait la carte, c'est un peu pour dire aux gens, voilà, nous on en est là, de notre lecture de l'extrême droite. D'abord, moi je dirais un moment important, ça a été 2014, le mouvement pour la Palestine, à l'été 2014 pour Gaza. Contrairement à une bonne partie de l'extrême gauche qui était un peu méfiante par rapport à des manifestations, on a participé à ces manifestations qui avaient pas mal de traits précurseurs par rapport à ce qu'on a connu après, en termes de manifestations massives, sauvages, qui débordaient, qui étaient difficilement réductibles à des organisations, avec la question de la criminalisation policière, médiatique, la question des attaques d'extrême droite d'un côté, avec des groupes comme la LDJ, et de l'infiltration d'extrême droite aussi de l'autre côté. À l'époque, c'était encore, on va dire, la grosse époque des mouvements soraliens et tout ça. À travers nos rencontres qu'on a fait avec des gens de Calais, du Nord, une implication dans les luttes des migrants, et contre l'extrême droite qui était active à ce moment-là à Calais, tout ça, et plus généralement contre les politiques d'État, contre l'immigration.
Et c'est aussi les années où il y a eu les vagues d'attentats, 2015 et tout ça, et où nous on a très vite participé à des dynamiques en gros contre l'islamophobie qu'on a vu tout de suite comme un problème important à ce moment-là, contre aussi une espèce d'union sacrée antiterroriste qui justifiait toute une série de trucs sécuritaires qu'on a vu ensuite se développer. Donc c'est une époque où il y a eu des banquets contre l'état d'urgence, et qui prenaient là aussi souvent des formes de manifestations sauvages et tout ça, et qui préfiguraient le moment qui a été assez central pour nous aussi, enfin particulièrement qui a été 2016, et en gros tout le mouvement contre la loi travail, et en particulier pour ce qui nous concerne tout ce qui a été tout le magma qui s'est créé, enfin toute la génération militante qui s'est constituée autour de ce qu'on appelait le cortège de tête, quoi. On a pas mal intervenu dans les Gilets jaunes, et c'est avec ce magma-là issu du cortège de tête, notamment qu'on est à Paris, qu'on est intervenu et sur des blocages. Nous, on est pas mal intervenu sur tout ce qui a été Rungis, les blocages de Rungis, et sur les manifestations parisiennes où là aussi il y avait la double question de l'autodéfense face à la répression policière et face à l'extrême droite, au groupe d'extrême droite organisé qui était dans le mouvement. On a participé à ce qu'ont été les brigades de solidarité populaire, c'est-à-dire des pratiques de solidarité autonome par rapport au confinement, par rapport à la précarité et tout ça dans ce contexte-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre conception du fascisme et de l'antifascisme et montrer comment ils s'incarnent ? On va dire qu'il y a une première définition qui serait avant tout historique, qui dirait qu'en gros le fascisme c'est ce qui s'est passé entre les années 20 et les années 40 et 45 en Italie, en Allemagne, etc. Et une autre définition dans laquelle on se reconnaît plus, qui voit plutôt le fascisme, une définition politique du fascisme comme une tendance sous-jacente du système capitaliste qui donc peut se reposer dans l'histoire et la façon la plus simple de l'expliquer, c'est la phrase de Bertolt Brecht qui dit le fascisme c'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution en temps de crise. Du coup, ces deux définitions du fascisme, elles correspondent à deux définitions de l'antifascisme, avec d'un côté ce que nous on appelle l'antifascisme républicain, qui consiste en gros à défendre les institutions qui sont issues de la libération, qui sont issues de 45, et qui voient les mouvements d'extrême droite comme des espèces de résurgence du passé, où il y a beaucoup de métaphores autour de la maladie, et une autre définition plus révolutionnaire de l'antifascisme, qui considère que le fascisme, c'est une tendance sous-jacente du système capitaliste, qui est réactivée en permanence, et donc qu'il faut combattre, non seulement en s'opposant, mais ce qui est la base aussi de notre engagement, comme je disais tout à l'heure, aux groupes ouvertement d'extrême droite qui peuvent se redévelopper et tout ça, mais aussi à toute une série de dimensions qui sont beaucoup plus internes aux institutions, notamment sécuritaires, les questions de racisme d'État, qui touchent à la police, à la justice, à la prison, et qui réactivent aussi ces phénomènes d'extrême droite. Ce qu'on dit souvent, c'est que pour nous, les phénomènes d'extrême droite, c'est un thermomètre du fascisme, mais que le fascisme, il se limite pas à ça, et qu'il y a un processus de fascisation dans les institutions. Ce à quoi on s'intéresse, nous, particulièrement, pour être tout à fait exact, donc nous, on dit l'extrême droite, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce à quoi on s'intéresse, ce sont les droites nationalistes. Pour être le terme exact, en fait, ça serait ça. Et je dirais même qu'on se dit antifasciste, parce que c'est l'étiquette la plus commune, mais en réalité, dans le collectif, on est surtout antinationaliste. C'est ça ce qui nous motive. C'est là que nous, on voit vraiment un danger spécifique, non pas le pire de tous, mais un danger parmi d'autres qui nous guette. Et les droites nationalistes, évidemment, sont l'incarnation concrète. Et donc, c'est à ça qu'on s'intéresse et aux moyens de lutter contre elles. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que le mot fascisme nous dérange un peu, dans le sens où pour nous, d'abord, il a été tellement utilisé qu'il est très dévalué. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est l'extrême droite elle-même qui utilise ce terme pour désigner ses ennemis. Donc on en est là aujourd'hui. Ce qui montre bien que le terme... alors, c'est pas une raison pour leur laisser pourrir les mots, mais il n'y a pas qu'eux qui l'ont fait. Les communistes l'ont fait en leur temps, les gaullistes aussi. Toute l'histoire est parsemée de gens qui se sont réappropriés ce mot pour lui faire dire n'importe quoi.
Donc ça, c'est le premier problème. Alors bien sûr, on pourrait se dire, justement, raison de plus pour le redéfinir et lui redonner du sens. Sauf que souvent, dans les milieux militants, ce terme-là, il est aussi beaucoup utilisé pour désigner l'autoritarisme gouvernemental, l'autoritarisme d'État, ou la violence autoritaire du capitalisme. Et pour nous, c'est des choses distinctes, qui peuvent avancer de front, hein, ça s'exclut pas bien sûr, mais qui sont quand même des choses un peu différentes. Et du côté des droites nationalistes, il n'y a pas de problème non plus en tant que tel avec le capitalisme, parce que c'est peut-être là où il faudrait qu'on commence par ça. Qu'est-ce que nous on appelle en fait l'extrême droite? Qu'est-ce qu'il a défini de façon simple? Encore une fois, je dis, c'est pas une définition scientifique. Hein, nous, quand on a réfléchi, on s'est dit, c'est quoi le plus petit dénominateur commun? C'est vraiment une vision inégalitaire du monde, mais une vision qui est fondamentalement inégalitaire du monde. Là où le capitalisme défend aussi une vision inégalitaire du monde, mais à son corps défend en disant chacun sa chance. Là où à l'extrême droite, les inégalités, elles sont essentielles. Enfin, elles sont essentialisées pour être plus précis. Elles sont posées au départ. L'homme et la femme, les nôtres, les autres, etc. Il y a tout un champ comme ça où on va bien séparer. Et tout ce qui va faire créer l'illusion qu'en fait il n'y a pas de distinction, c'est des mensonges, c'est de l'idéologie, c'est de la construction intellectuelle. Et l'extrême droite est là pour remettre les choses à l'endroit, pour que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, les blancs soient des blancs, les chrétiens des chrétiens, et que chacun reste bien dans sa case. Et c'est ça le projet, parce que pour eux, un monde qui marche sur ses deux jambes, qui marche droit, c'est un monde dans lequel chacun est à sa place. C'est vraiment ça. Et si on accepte ça, c'est aussi accepter les inégalités qui vont avec. Parce qu'elles font partie, au choix de la nature, du sens commun, de ce que Dieu veut. Bon, après, chacun a ses petites marottes, mais là où il se retrouve, c'est sur cette idée-là. Et du coup, le racisme, le sexisme, le nationalisme, le traditionnalisme, qui sont vraiment les quatre piliers, sont, on va dire, les axes idéologiques pour défendre cette vision inégalitaire. La grande force de l'extrême droite, c'est de dire, nous, on ne défend pas une idéologie. Nous, on défend le vrai. Et les traditions, c'est-à-dire, comment on sait que c'est vrai, ce qu'on défend? Parce que c'est comme ça depuis tout le temps. C'est ça la tradition, c'est vraiment la reproduction de ce qui se faisait avant. Et du coup, pourquoi on le reproduit? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Et tout changement, tout progrès, toute évolution de ces normes, forcément c'est dangereux. Et c'est là où on a une spécificité de l'extrême droite française, qui est qu'elle est fondamentalement réactionnaire, et pour nous c'est une raison supplémentaire pour ne pas utiliser le terme fasciste pour les désigner, parce que dans le fascisme historique, il y a cette idée quand même d'évolution, de dépassement du modèle ancien, de se projeter. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a une rupture avec la tradition, hein, c'est aussi important, mais cette société organique, ce corps, quand même, est destiné à devenir autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens se réapproprient le terme de fascisme, et du coup d'antifascisme aussi. Le fascisme, il s'incarne plus seulement dans Mussolini ou, je sais pas, Hitler, Salazar. Aujourd'hui, c'est aussi Génération Identitaire et Zemmour, mais pas que. C'est aussi la complaisance de la bourgeoisie et de la classe capitaliste avec les FAF, en fait. Et, par exemple, Darmanin, Castaner, mais aussi Vidal et Blanquer. C'est la preuve qu'il y a un discours quand même fasciste, ou en tout cas fascisant, qui est accepté à un niveau étatique. Après, on n'est pas partisan non plus d'un discours qui dirait que le fascisme est en train de remonter d'un coup et qu'il y a des vagues de racisme énormes qui arrivent. Enfin, c'est certes plus visibilisé grâce aux réseaux sociaux et à plein de choses, mais ça existe depuis super longtemps. Et en fait, c'est juste la conséquence directe de politiques coloniales, de politiques racistes, qui est politique islamophobe aussi, antisémite, qui remonte au XXe siècle et même bien avant. Enfin, le suprémacisme blanc, c'est un problème en France et en Europe, en Occident en général. Et c'est pas juste aujourd'hui parce que Zemmour, le polémiste, décide de dire des choses horribles à la TV que le fascisme est revenu. En fait, il a toujours été là. Pour nous, c'est un peu une manière de cracher au visage de nos camarades, de nos familles, de nous-mêmes aussi, que de dire que l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme, les violences policières, c'est quelque chose de moderne, quelque chose qui date de ces 5 dernières années, alors que ça fait des années que les jeunes dans les banlieues reçoivent des coups de flashball. Et c'est qu'aujourd'hui que la gauche caviar s'en émeut, alors que ça fait très très longtemps que du coup les personnes musulmanes, les personnes juives, les personnes racisées en général subissent un traitement horrible en France, et que là on est dans un moment clé. Beaucoup d'historiens qualifient ça de période pré-fasciste, à juste titre en fait. Et donc c'est à nous de nous mobiliser tous ensemble et de s'unir face à ce fascisme qui est réellement très dangereux. Et même si c'est pas du fascisme, au moins
ce nationalisme fièrement revendiqué. On voulait donner un point de vue un peu plus, disons, féministe et LGBT-friendly à l'antifascisme, qui souvent est quand même beaucoup montré comme un milieu un peu viriliste, masculiniste. Et c'est vrai que ça manquait un peu d'un point de vue qui serait moins sexiste, on va dire, sur ce point de vue-là. Après, on veut pas parler mal des camarades non plus, mais il y a des choses qui sont faites et tout dans les groupes, mais ça se sait pas forcément, et publiquement, les antifas, ils sont quand même connotés à des images qui sont pas forcément positives, donc on avait envie un peu de s'impliquer dans ça, tout en étant queer et à pas cacher notre identité. Donc notre antifascisme, il est pas comme l'antifascisme, on va dire, étatique ou institutionnel, qui se dit universaliste. C'est un antifascisme qui est quand même un peu plus intellectuellement rigoureux. On essaye de vraiment se questionner sur est-ce que c'est intelligent de reproduire les codes que nous, on connaissait déjà dans les milieux antifascistes. Est-ce qu'on a envie de se saper casu ou pas, c'est-à-dire s'habiller, on va dire, de manière repérable par les fachos. Est-ce qu'on a envie de se battre avec eux, etc. Et après beaucoup de réflexions, on se rend compte que quand même, la lutte, elle passe pas que par le champ des idées, elle passe pas que par les réseaux sociaux, et que c'est hyper important, en fait, pour les jeunes LGBT d'apprendre à se battre, d'apprendre à se défendre. Enfin, faut dire la vérité, c'est le combat, il se fait aussi sur le terrain. Et vu que eux, ils sont déjà en train de gagner la bataille médiatique, qu'ils ont une com qui est franchement super forte, ils ont tellement de visibilité et de moyens financiers en plus, nous on peut pas forcément faire la compétition et se mesurer à eux à ce niveau-là, mais au moins sur le terrain, on peut essayer de faire en sorte qu'ils aient pas plus de place et on peut recoller par-dessus leurs affiches, les attendre devant leur bar et voir ce qu'ils font, et puis les tabasser un bon coup quand il faut, mais voilà, il faut pas non plus rentrer dans une position où on pense que tout ce qui est physique et tabassage de fachos, c'est que pour les mascus, parce que Stonewall, c'était une émeute, nos adelphes ont balancé des pavés sur les flics, et la lutte LGBTQI, elle a pas à être pacifiste, et c'est pas comme ça qu'on va obtenir plus de droits. La dimension islamophobe, c'est devenu une ligne qui est beaucoup plus large que celle de l'extrême droite. C'est quelque chose qu'on voit dans les médias, y compris jusqu'à la gauche, à travers des groupes qui, pour moi, sont à l'avant-garde de l'islamophobie, comme tout ce qui aujourd'hui tourne autour du printemps républicain, etc. On va dire dans ce cadre de légitimation beaucoup plus générale de l'islamophobie, ça fait que l'extrême droite sont beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. C'est quelque chose qui est beaucoup plus porteur pour eux, et qu'ils se concentrent là-dessus comme un truc central, même si je pense qu'en réalité c'est lié, parce que on le voit là dernièrement, la façon dont la lutte contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme, elles ont été construites en opposition. On voit que, par exemple, dans les propos d'un Éric Zemmour qui s'est construit beaucoup plus sur l'islamophobie et tout ça, on en vient quand même après en parlant d'interdiction des voiles à finir à parler d'interdiction des kippas. On voit qu'il y a quand même la réhabilitation de personnages comme Pétain et tout ça. Donc, en gros, en libérant cette parole islamophobe, en fait, on voit aussi réémerger des discours antisémites. Avant, l'extrême droite, le vrai problème, c'était qu'elle attaquait les mouvements progressistes, ou elle était en général en opposition avec les mouvements sociaux. Aujourd'hui, on voit bien que son ambition, c'est de les accompagner et de les amener, de les ramener à eux. Alors d'abord, l'extrême droite est capable de mener ses propres mouvements sociaux, exemple Manif pour tous. Dans le cas des Gilets jaunes, on a vu là plutôt du parasitage, et dans le cas des mouvements contre le pass sanitaire, on a une espèce de superposition des mouvements, mais globalement, à l'intérieur, en tout cas pour ce qui est du mouvement anti-vax, on a clairement les droites nationalistes à la manœuvre, et depuis toujours, depuis vraiment l'émergence de ce mouvement dès le début de la pandémie. Et ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté directement. Et au-delà de ça, il y a aussi, à la fois sur le plan idéologique, mais aussi physique, une offensive sans précédent, sans précédent peut-être pas, mais en tout cas une offensive très nette des mouvements de droite nationalistes, réactionnaires, aujourd'hui, pour faire taire la gauche une fois pour toutes. Je dis idéologique, c'est sur le plan de cette espèce de vouloir être la nouvelle culture dominante, puisque ça c'est vraiment le gros fantasme de l'extrême droite depuis les années 70, c'est comment faire pour que la gauche ne soit plus l'évidence dans le champ des valeurs, de la culture, etc., de l'éducation. Donc ça c'est vraiment le gros chantier, et aujourd'hui, en partie,
et Zemmour en est un peu l'expression, l'extrême droite a l'impression d'être arrivé, d'être enfin à nouveau la pensée dominante, donc les yeux rivés sur les sondages, le nombre de followers qu'on peut avoir et le nombre de vues sur YouTube, ce qui est pour eux leur critère parce que ça les arrange. Après, sur le terrain, dans la vraie vie, les choses sont quand même un peu plus nuancées. Mais enfin, il y a cette offensive, et puis physiquement aussi, il y a une violence concrète de l'extrême droite, on l'a vu. Donc aujourd'hui, on enregistre en janvier 2022, on est dans un contexte électoral. Comment vous l'analysez et comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça ? Évidemment, les périodes électorales, c'est beaucoup de tensions, c'est très compliqué, on n'arrive pas trop à discuter avec les autres. Je trouve ça quand même assez alarmant de voir qu'il n'y a pas vraiment un parti qui se positionne dans le soutien en fait des personnes musulmanes et des personnes racisées en France, qui luttent activement contre les violences policières et les violences étatiques. Nous, en tant que personnes LGBT, on va pas se mentir, on n'est quand même pas les cibles numéro 1 d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. L'extrême droite, elle s'accommode très bien de l'homosexualité. La preuve, Florent Philippot, il est homosexuel, ça dérange pas grand monde là-bas. Le problème, c'est plutôt de voir en fait nos adelphes musulmans et racisés qui, eux, vont souffrir énormément pendant cette campagne présidentielle, juste à cause des agressions et de l'humiliation constante à la télé, à la radio, dans tous les moyens de communication, même dehors, les collages pour Zemmour, et le fait que la parole fasciste se libère, en fait, et que les FAF aient plus du tout peur d'affirmer leur position et de sortir faire des manifs où, en fait, c'est censé être contre le pass sanitaire, et au final, ils font des signes nazis et ils font des tags antisémites sur les bâtiments. C'est la preuve, quand même, qu'il y a une grosse décomplexation du fascisme en France aujourd'hui. Du coup, c'est un moment où c'est important de se mobiliser en masse. Et même s'il y a beaucoup de répression envers la gauche et surtout l'extrême gauche, on a vu avec notre révolté là qui est menacée de dissolution. Les médias indépendants, ils ont pas tant de liberté que ça. Et c'est quand même très mal vu dans les médias mainstream de se positionner comme nous on peut le faire avec un point de vue antifasciste, parce que de toute façon la population a un mauvais avis des antifas. Les élections, c'est un temps, et puis après, il faut regarder le reste. L'état des lieux qu'on peut faire, c'est d'abord une atomisation vraiment de l'extrême droite, dans le sens où il n'y a plus beaucoup de groupements ou de formations politiques qui la structurent, et une nuée, on peut dire, d'individus. Aujourd'hui, le moyen que c'est... Alors, est-ce que l'extrême droite l'ait choisi ou c'est fait comme ça? Difficile de dire si c'est vraiment une stratégie. Mais aujourd'hui, ces idées s'expriment beaucoup plus par des individus que par des formations politiques. Et même quand il y a des formations politiques, on se rend compte qu'elles sont d'une grande faiblesse militante. Et pareil pour les groupes les groupes activistes, les identitaires par exemple en premier lieu, avant même leur dissolution, c'était déjà des groupes qui patinaient. Pour les groupes plus passéistes, là qu'on peut dire néofascistes, en l'occurrence, ils intéressent plus personne. Ils sont soit enfermés dans la violence, soit ont disparu quasiment des radars. Avec la multiplication des porte-paroles, tu as une multiplication des points de vue. Et en fait, tu as l'impression que plein de gens différents disent la même chose, et chacun avec un petit peu son public. Et ça, c'est ça qui crée... Et c'est comme ça, en fait, que tu finis par devenir pensée dominante. La punchline, elle est presque maintenant majoritairement d'extrême droite. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi quelque chose. Ils ont réussi à sortir, ce qu'on disait tout à l'heure, ils sortent du bois. Et du coup, ça, nous, il y a aussi un d'effet sur l'ennemi de submersion. On a l'impression que l'extrême droite est partout, qu'on n'entend plus que dès qu'on allume. Mais qu'est-ce qu'on allume, qu'est-ce qu'on regarde, c'est aussi ça les questions. On peut regarder sous un autre angle, par exemple sur la question des lieux. Là, j'en profite puisqu'on est dans un lieu, dans un squat féministe, queer, etc. L'extrême droite a fait des tentatives avec Bastion Social d'ouvrir des lieux, d'aussi avoir une espèce de vie sociale, communautaire, etc. Et ça a été l'échec par rapport à ce que l'extrême gauche est capable de produire, mais de façon invisible, en termes de réseaux, de festivals, de choses comme ça. Aussi, il y a tout un pan de la culture qui leur échappe. Enfin, les périodes électorales, je pense que c'est toujours une période qui est un peu compliquée pour les gens qui sont des militants des mouvements sociaux et des militants autonomes, etc. C'est-à-dire que c'est des périodes où c'est très dur, en fait, qu'il y ait une parole de la rue, qu'il y ait une politique de la rue, qu'il y ait un mouvement social.
Sachant que sur ces dernières années, nous, ce qu'on voit, c'est que les seuls moments où le discours de fascisation médiatique et tout ça, il est un peu coupé, il est affaibli, c'est les moments de mouvements sociaux, quel que soit le résultat des élections, que ce soit, enfin, il y a tout qui est à peu près organisé pour qu'il y ait un face-à-face entre Macron et l'extrême droite sous ses différentes formes, et que du coup, il y a une nécessité dès maintenant de s'organiser pour faire face à une fascisation qui s'approfondit. Et voilà, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que je pense aussi que ce moment, enfin tout ce qu'on vit actuellement, la loi séparatisme, les dissolutions d'organisations musulmanes, toutes les polémiques médiatiques sur les islamo-gauchistes et tout ça, c'est-à-dire la façon dont le mouvement des Gilets jaunes, il a pas été un mouvement d'extrême, enfin il a pas basculé vers l'extrême droite comme il pouvait être décrit, aussi toutes les mobilisations qu'il y a eu sur les violences policières, autour du comité Adama, les trucs au palais de justice et tout ça. Je pense que c'est, on vit aussi le contre-coup de démonstrations de force de notre camp social qu'il y a eu ces dernières années. Donc si on vous écoute, en fait, les luttes antifascistes, elles sont importantes. Et comment vous pensez qu'on peut faire pour mobiliser plus dans ces luttes antifascistes et les rendre plus puissantes ? Aujourd'hui, s'affirmer antifasciste, faut presque le défendre. Là où il y avait une évidence, on va dire, de l'antifascisme dans les années 80, même 90, je veux dire, à gauche, bah oui, t'étais antifasciste, c'était la base, quoi. Je veux dire, le fait est que c'est moins évident d'accès, puisque c'est ça la question sur aujourd'hui, qu'est-ce qui peut amener à cette lutte-là. Et en général, c'est tout bête. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui amènent à cette lutte-là, c'est parce qu'à un moment donné, et c'est normal, ils se retrouvent confrontés à l'extrême droite. C'est-à-dire jusqu'à présent, ils luttaient pour des luttes plus constructives, parce que c'est un peu ça le problème de l'antifascisme, c'est que c'est une lutte de réaction. C'est une lutte dans laquelle on se défend principalement, et souvent les gens viennent à la lutte antifasciste aujourd'hui par nécessité. Nous, on y venait un peu par facilité, presque. Aujourd'hui, faut être motivé, ça c'est sûr, et c'est une nécessité dans le sens, on se retrouve à un moment confronté, et on se dit, stop. À partir du moment où, parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'extrême droite, soit on s'en rapporte à l'État, et on attend que la justice, la police s'occupe des FAF, soit on s'en occupe nous. Et je crois que le choix, quand on est dans des luttes sociales, il est vite fait. Nous, ce qui est intéressant, c'est que justement, on pense que il y a toute une série de pratiques qui sont liées à ce qu'on peut appeler l'antifascisme militant, des pratiques combattantes et de ça, qui étaient jusqu'on va dire aux années 70, qui étaient assumées par des organisations politiques. Pour le dire autrement, dans les années 70, il y avait des groupes organisés d'extrême gauche qui attaquaient l'extrême droite, qui aussi attaquaient des commissariats en réponse à des violences policières. On voit ça au début des années 70. Ces pratiques-là, en fait, elles n'ont pas disparu au fil du temps, mais on les retrouve dans des groupes qui sont beaucoup plus informels. On regarde dans les quartiers populaires, en fait, il y a des réponses aux violences policières. Aujourd'hui, c'est des bandes de jeunes qui vont aller envoyer des mortiers sur des commissariats en réponse à des violences policières. Et du coup, nous, on essaie toujours de faire un double travail, c'est-à-dire que à la fois, on continue à discuter un peu avec, on va dire, l'extrême gauche organisée, et aujourd'hui même, on voit qu'il y a une prise de conscience du danger, une volonté de se remobiliser sur ces questions-là du côté de l'extrême gauche traditionnelle, on va dire. Mais à côté de ça, on essaie toujours, nous, de se tourner aussi vers les forces qu'on a vu se développer ces dernières années. Le réseau Entraide Vérité Justice, qui est un réseau de familles qui lutte contre les violences policières, où il y a à la fois des familles de quartiers populaires qui ont subi des meurtres policiers, et aussi les mutilés pour l'exemple et tout ça, donc des gens issus du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, pour nous, ça c'est des forces qui sont pas directement rattachables à l'extrême gauche, sur lesquelles on compte autant, sinon plus, que l'extrême gauche organisée pour combattre et les groupes d'extrême droite et la fascisation en cours. Moi, je pense que vraiment la solution, c'est le savoir et l'éducation. Plus on va chercher à s'intéresser à ce que les anciens militants ont fait il y a des décennies ou même récemment, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi, plus on va avoir une culture militante importante, plus on va se renseigner sur la sociologie des mobilisations, et plus on va se rendre compte qu'en fait, y a des solutions, mais il s'agit de s'organiser, d'avoir une discipline, ça c'est vraiment super important. Trop souvent dans les milieux d'extrême gauche, il y a tendance à voir la discipline et la rigueur comme quelque chose de un peu droitard,
alors qu'en fait c'est vraiment le noyau, le cœur de toute révolte, de tout mouvement révolutionnaire, en fait, c'est d'avoir un minimum de discipline. Ouais, en fait, plus on s'arme idéologiquement et physiquement, plus on apprend à se défendre et plus on fait communauté, moins on sera découragé parce qu'on verra qu'il y a des solutions, en fait. Il y a énormément de monde qui veut s'investir et qui veut lutter, c'est juste qu'ils savent pas forcément comment le faire, ni où le faire. Donc nous, ce qu'on dit aux personnes qui veulent nous rejoindre ou s'inspirer de ce qu'on a fait pour d'autres villes, ça a été le cas à Lyon ou à Rennes, il faut que partout en France, il y ait des jeunes qui se mobilisent, qui fassent des groupes, qui s'éduquent tous ensemble, et il n'y a pas besoin d'être doctorant en politique, en sciences politiques, pour savoir exactement quoi faire, ni d'être sociologue. Tu peux juste prendre un livre et commencer à lire avec tes camarades et rendre ça accessible après aux autres en faisant, je sais pas, des fiches de lecture. Voilà, après, faut pas non plus vivre dans la peur constante. Je sais que c'est facile à dire, mais enfin vraiment, les FAF, eux, ils ont pas peur. Donc, faut vite leur faire peur, faut que la peur change de camp, et il faut absolument se mobiliser. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, là, je parle à titre personnel, je ne veux pas impliquer le PQA dans ça, c'est grave un point de vue occidental et assez blanc, en fait, de se dire ah, mais c'est sans issue, il y a rien à faire. Et au final, c'est juste les personnes concernées par le racisme, par les problématiques que l'extrême droite met en avant, qui vont finir par payer et qui, elles, continuent à se mobiliser. Enfin, même là, par exemple, les hijabeuses, on a bien vu que c'est elles qui ont mené toute la lutte contre le projet de loi qui est passé au Sénat pour interdire aux femmes musulmanes le port du foulard dans les compétitions sportives. C'est elles qui ont mené la lutte. Il n'y a pas énormément de groupes où il n'y a pas de femmes musulmanes qui se sont mobilisées pour ça. Merci aux militants et aux militantes de Paris Queer Antifa, La Horde et de l'Action Antifasciste Paris Banlieue d'avoir participé à ce podcast. On vous invite à aller voir plus en détail ce qu'ils font et à soutenir leur action. On espère que ce podcast vous a plu et on vous invite à nous faire des retours. Et surtout, pas de quartier pour les fascistes, pas de fascistes dans nos quartiers.